Cité d'ombre et de lumière, Paris surprend toujours, le temps d'un regard, l'infatigable flâneur. Voyager dans l'histoire de la capitale, c'est chercher les traces de son passé millénaire. Saisir l'essence de Paris invite à retrouver la matrice de cette ville à travers les âges. Car Paris a su résister à l'épreuve du temps. De l'oppidum gaulois et de la civitas gallo-romaine au centre religieux et intellectuel du Moyen-Âge, Paris s'est hissée au rang des capitales incontournables de l'Occident. Elle a su se doter des attributs d'une métropole puissante et monumentale. Du faste de l'absolutisme monarchique et de la démesure de l'Empire à la capitale des révolutions modernes, Paris rayonne de mille feux dans le monde entier. Elle est à l'avant-garde des grandes mutations. Aujourd'hui, la capitale moderne est en quête de nouveaux défis. En 508, Clovis fait de Paris le siège de son royaume. Mais comment ce modeste bourg peut-il être la capitale des Francs? Il faut donc remonter aux origines de Paris. À la période néolithique, au milieu d'une plaine marécageuse, coule la Seine, un fleuve parsemé d'îles. Venus d'Europe centrale, des tribus de chasseurs-cueilleurs s'installent sur les berges. Et les rivalités sont souvent féroces pour assurer les moyens de subsistance. Dès l'époque préhistorique, c'est la présence du fleuve qui a déterminé le choix d'un site favorable au développement d'une communauté humaine. Les berges et les îles de la Seine constituent un refuge naturel idéal pour assurer sa sécurité. Dans les années 1990, des fouilles archéologiques ont révélé des vestiges de construction en bois. Situés au bord d'un chenal, sur les rives de Bercy, des traces de bâtiments marquent la terre de leur empreinte. Le premier village de Paris, peut-être. Mais la découverte la plus remarquable est celle de pirogues taillées dans du chêne et datant de plusieurs millénaires. Construites pour la pêche et le transport de marchandises, ces embarcations dévoilent une société organisée et ingénieuse. La Seine, avec ses humeurs changeantes, ses richesses et ses crues toujours aussi imprévisibles,
et la mer nourricière de la ville. Sur le fleuve, le va-et-vient continu des bateaux assure le ravitaillement d'un village, tout comme sa sécurité. La Seine, où tout commence. Les chercheurs aujourd'hui se demandent à partir de quand on peut percevoir la trace de ces populations celtiques, au sens générique du terme, et là les avis divergent. Certains auteurs les voient installés dès le 3e millénaire avant notre ère, d'autres dès le 6e millénaire avant notre ère. Actuellement, la question n'est pas tranchée. Ce qui est certain, c'est qu'ils sont là depuis très très longtemps, au moment où César envoie ses légions à Lutèce. Ils ne sont pas installés depuis quelques décennies, ni même depuis quelques siècles, mais depuis au moins un millénaire. À la croisée des différentes régions de la Gaule chevelue, surnommée ainsi autant pour ses interminables forêts que pour son peuple à cheveux longs, Lutèce occupe une position privilégiée. Protégée par les deux bras de la Seine, l'île de la Cité est-elle pour autant le berceau de Paris? L'île de la Cité, qui a pris une grande importance à l'époque médiévale, a souvent fait figure de candidat privilégié pour localiser Lutèce. Pourquoi? Parce que César mentionne effectivement une ville située sur une île de la Seine et elle est toujours apparue comme la plus importante. Mais en fait, la configuration du fleuve dans l'Antiquité, à l'époque gauloise et à l'époque romaine, n'était pas la même qu'aujourd'hui. C'était un cours beaucoup plus capricieux avec des brasses secondaires qui enserraient des portions de terrain plus ou moins importantes. Il y en avait d'autres, donc, sur le site même de Paris, notamment sur la rive droite de la Seine, dans le quartier Rivoli-Saint-Martin, par exemple, où l'on a effectivement des traces d'une occupation gauloise ancienne. Les vestiges archéologiques retrouvés sur le site même de l'île de la Cité, en tout cas à l'heure actuelle, ne sont pas assez convaincants, ne sont pas assez nombreux pour y localiser une grande capitale, telle qu'on les connaît ailleurs dans notre peuple, chez les Arvernes ou les Éluins. Aucune trace archéologique ou historique probante n'a révélé une présence urbaine dans l'île de la Cité. L'absence de vestiges éveille la curiosité. Et si la Lutèce gauloise n'avait jamais existé? La Lutèce gauloise n'est pas un mythe, puisqu'elle est clairement, nommément signalée par César en 53 puis en 52 avant Jésus-Christ. Le problème aujourd'hui, c'est à la fois de localiser cette capitale sous un centre-ville immense qui a connu une longue histoire, qui a gagné en importance au fil des siècles, et donc qui constitue une sorte de palimpseste. C'est-à-dire qu'on a une succession tout d'abord de couches d'alluvions, puis de couches de construction d'époque romaine, d'époque médiévale, d'époque moderne, contemporaine, sous lesquelles il est très difficile d'aller retrouver les traces, les indices de cette Lutèce gauloise, qui existent mais qui sont très ténus et très dispersés. C'est Jules César qui fait pour la première fois mention de l'existence de la Lutèce des Parisis, ce peuple de marchands installé dans un cantonnement fortifié près de la Seine. Entre les monts et les plaines, la situation semble favorable pour y dresser un poste d'observation militaire, un oppidum, et ainsi contrôler la Seine. Durant les campagnes de César, le fleuve reste une voie de communication à l'importance stratégique. À l'arrivée des troupes romaines, la cité des Parisis est un marché régional disposant d'un sanctuaire important. Dans ce lieu sacré, les chefs gaulois organisent des festins et sacrifient des animaux au nom de leurs dieux. Cette place forte est habitée par des commerçants redoutables qui frappent même leur propre monnaie. Des stataires. Trois de ces stataires des Parisis ont été retrouvés dans des fouilles accidentelles lors de travaux de voirie sur le boulevard Raspail dans les années 1910-1912. C'est toute une expression de la richesse et de la puissance de la population des Parisis de cette époque, qui montre à la fois l'importance de cette tribu au 1er siècle avant notre ère, au moment de la conquête césarienne, et en même temps
qui représente aussi la puissance économique de cette population. Lutèce est-elle déjà capitale? Les parisis qui occupent ce secteur du cours de la Seine ne comptent pas parmi les cités les plus importantes de la Gaule qu'affronte César dans les années 50 avant notre ère. C'est une cité d'importance moyenne, voire réduite, mais qui est quand même en mesure, par exemple, de fournir un contingent au moment de la révolte de Vercingétorix de 8000 hommes, ce qui n'est pas rien. Et on peut considérer que cette population des parisis comptait déjà plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Il est très difficile d'en estimer évidemment le nombre actuellement, mais c'est un territoire important qui est occupé à différents endroits, pas uniquement sur le site de Paris, s'il y a jamais eu lieu quelque chose, mais également à Nanterre, à Bobigny, à Roissy, à Chessy. Donc il y a tout un maillage d'agglomérations qui occupe ce territoire qui, pour ne pas être très très étendu, semble avoir été assez densément peuplé. Ce site de Lutèce donc est mentionné au moment de la bataille de Lutèce, au moment de la destruction de la ville, puisqu'il y a incendie de la ville, et au moment où ce site gaulois va faire place à une petite capitale romaine. Parti à la conquête de la Gaule, Jules César a fort à faire contre Vercingétorix. L'empereur romain charge Titus Labienus de combattre Lutèce. Face à lui, le vieux chef Camulogène organise la résistance acharnée des parisis. Pris à revers, les Lutétiens détruisent leur ville par le feu. En octobre 52 avant Jésus-Christ, à Alésia, Vercingétorix dépose les armes devant César. La Gaule se soumet à l'autorité romaine. Que devient Lutèce? Toute la question est de savoir si Labienus, lorsqu'il a vaincu cette coalition de peuples menée par les parisis, maintient un contingent sur place, même modeste, pour garder les lieux, ou alors si ces lieux sont complètement vidés de leurs occupants. On peut supposer, au vu des découvertes effectuées dans le secteur de la montagne Sainte-Geneviève, du jardin de Luxembourg, que ce secteur correspond précisément à l'emplacement de l'un, voire des camps de Labienus, mais on peut supposer que ce camp militaire de Labienus a été l'embryon, le noyau à partir duquel s'est développée la ville gallo-romaine de Lutèce. Si l'ensemble de la Gaule est dorénavant soumis à l'ogre romain, Lutèce n'en est pas pour autant une capitale. Par rapport aux grandes capitales de province, que sont Reims par exemple ou Lugdunum, Lutèce ne constitue qu'un chef-lieu de cité. On ne peut absolument pas lui attribuer le destin de capitale qu'elle aura plus tard. Pour une raison bien simple, c'est que du point de vue stratégique, géostratégique, Lutèce ne se trouve pas au cœur du territoire qui est la Gaule. Lyon est bien mieux placé de ce point de vue-là, puisqu'on est à une journée de cheval des 4 provinces gauloises. Après la destruction de l'Oppidum, en 52 avant Jésus-Christ, suit une longue période de troubles dans l'Empire romain. Certains aristocrates gaulois sont même enrôlés comme cavaliers par Octave, le nouveau César. La paix est revenue, il faut organiser la Gaule sous l'autorité de Rome. En 5 après Jésus-Christ, ces Gaulois romanisés rentrent au pays. Mon frère. Et qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps? Mon certificat militaire. Auxiliaire Julius, cohorte Gallicus, 3e Légion. J'ai fait toutes les guerres. J'ai même coupé des têtes à Rome, pour le triomphe de César. T'es allé à Rome? C'est comment on parle? Je vais vous expliquer les arènes. Imaginez un homme à la peau toute noire, enchaîné au milieu de l'arène. Il n'a qu'un pauvre petit glaive pour se défendre. Et là, on lui envoie un éléphant enragé. C'est toujours la même malédiction. L'éléphant lui écrase la tête. Et ça sert à quoi? À faire rire le peuple. On m'a dit qu'il y avait 50 000 Romains dans les arènes. 50 000? Mais on est 300 à l'Oppidum. Ils ont une Via Maximus, une rue où l'on marche sur des pierres. Nous aussi, on pourrait construire une Via Maximus de notre fleuve au Forum. Un forum?
Le Forum Magnum, il y a tout dedans. À manger, des animaux à vendre, des écoles, le temple de Mars et à boire. Des tavernes pour boire. Ah oui, ton forum, c'est notre village tout entier avec un grand toit en pierre. Julius, ici on est au fond du derrière de tout Atis. Tu préférerais pas vivre à Rome? Si je suis revenu à Lutèce, c'est pour faire des affaires avec les Romains. Qu'est-ce que tu veux qu'on leur vende à tes Romains? Ta cervoise, tiens. Les poteries de ta femme, c'est tissu. Par le fleuve, on pourrait livrer à Lugdunum et de là, à Rome. Et avec les sesterces, on va construire des thermes. Ah voilà encore autre chose, des termes. Avec l'eau chaude qui sort de la terre, on fait des bains et tu pourras te laver 1 fois par mois. Toute capitale régionale, en Gaule mais ailleurs dans l'Empire romain, est conçue sur le même modèle, c'est-à-dire comme une petite reproduction miniature, plus ou moins importante, de la ville de Rome et de son système politique. Au 1er siècle, Lutèce présente un nouveau visage. Les maisons gauloises laissent place aux bâtisses romaines. Les architectes pensent la ville à la hauteur de son statut de chef-lieu du peuple des Parisis. Le Cardo Maximus, principale voie de circulation, traverse la cité du nord au sud. La rive gauche devient le poumon de Lutèce. La construction de Lutèce, elle repose sur la définition d'un axe principal qui est la rue Saint-Jacques. On pense que cette rue était probablement un chemin gaulois qui préexistait. Et à partir d'un point culminant de la montagne Sainte-Geneviève, qui est située vers le numéro 172-174 de la rue Saint-Jacques, on trace un axe qui va vers la Seine, qui est l'axe fondateur. Et autour de cet axe, on va dessiner un quadrillage sur la partie centrale de la ville. Sur la rive gauche, la ville s'organise selon le modèle romain. Perpendiculaire à l'axe fondateur, l'alignement des grandes artères de Lutèce répond à un schéma orthonormé. L'urbanisme s'adapte en fonction d'un quadrillage favorisant des îlots d'habitation, les quartiers antiques de Paris. Toute la parure monumentale de la ville s'articule autour de l'axe nord-sud, correspondant aux actuelles rue Saint-Jacques, rue de la Cité et rue Saint-Martin. Plusieurs monuments se développent également à différentes intersections principales, comme tout cœur de ville romaine. Donc, Lutèce dispose de son forum, elle dispose de tout un ensemble monumental dédié au spectacle. Je pense au théâtre, je pense à l'amphithéâtre. Et aux arènes, elles sont implantées en suivant les usages romains, à l'écart du centre de Lutèce car le sang humain y est versé. Ces arènes participent à la vitalité culturelle de la ville. Près de 18 000 personnes viennent de toute la région pour assister au spectacle de Lutèce. L'édifice est alors l'un des plus grands amphithéâtres de Gaule. Un imposant mur marque l'emplacement de la scène. Sa façade monumentale est ornée de statues d'empereurs et de divinités, comme autant de témoignages de la mise en scène de la ville. À la fois cirque et théâtre, les spectacles les plus extraordinaires s'y déroulent pour le plus grand plaisir des Lutéciens. On y joue des grandes pièces chantées en latin, des numéros de danse ou d'acrobates, et surtout des combats de gladiateurs ou de fauves, trophées ramenés de conquêtes d'Afrique ou d'Orient. En offrant du pain et des jeux aux populations soumises à leur autorité, les Romains divertissent leurs sujets et s'assurent de leur loyauté. Au sommet de la montagne Sainte-Geneviève, un monument en particulier symbolise le pouvoir et la grandeur de cette ville, le Forum. Le Forum, c'est le lieu d'administration politique de la ville. C'est un endroit où se déroulent les transactions commerciales, mais c'est aussi une manière très ostentatoire de manifester le pouvoir romain, de manifester l'entrée de la Gaule dans un nouvel ordre politique
religieuse, des dieux qui sont désormais romains, une administration qui est désormais sous la tutelle de Rome et de ses provinces, de son administration provinciale. Et donc c'est le lieu où se manifeste de façon spectaculaire, monumentale, ce changement de donne radical. Avec le temple d'Auguste et la basilique d'où se gère la ville, le forum est le cœur religieux et politique de Lutèce. Les citadins s'y retrouvent pour célébrer des cérémonies, discuter de leurs affaires et de celles de la cité. Contre le mur extérieur de l'édifice sont adossées des galeries marchandes à colonnades. Dans les boutiques et les tavernes, les Lutétiens font leurs achats quotidiens, boivent du vin et de la cervoise ou flânent, tout simplement. Citoyens romains et gaulois se mélangent. C'est le début d'une fascination des Parisiens pour Rome, sa grandeur et son empire, qui ne cessera d'alimenter l'histoire de la ville. Les Romains ne cherchent pas à imposer leur panthéon, mais quelque part le proposent, et ils sont assez ouverts aux divinités que leur proposent également les Gaulois. Donc il y a cette espèce d'échange permanent qui conduit à ces assemblages de dieux d'origines différentes. Ce syncrétisme religieux s'exprime dans des œuvres comme le dieu Mercure à 3 visages ou la stèle de Mercure. Ces représentations comportent des attributs gaulois et romains. Parmi les rares vestiges de Lutèce enfouis sous les pavés parisiens, des blocs de pierre incarnent ce métissage religieux et culturel. Le pilier des Nautes. En fait, de piliers, vous voyez des éléments disparates devant vous, fragmentaires, parce qu'on n'a pas la clé de la reconstitution du monument dans son ensemble. Mais ça vous permet d'imaginer que c'était un monument vertical, fort élevé, et qui est tout à fait exceptionnel pour nous à plusieurs égards. Tout d'abord, on sait par qui et quand il a été construit, puisque la corporation des Nautes, les bateliers du fleuve, l'a dédie au moment du règne de Tibère. Cette indication permet une datation précise. Ce pilier a été conçu au 1er siècle de notre ère. Les représentations sont d'ordre religieux, avec des divinités du panthéon romain, mais aussi gaulois. L'inscription dédiée à l'empereur Tibère est comme une pierre de rosette antique. À l'époque, les traces écrites sont rares. Cette dédicace constitue donc l'acte de naissance de la Lutèce gallo-romaine. Il fallait cette coexistence des deux cultures. Et c'est pour ça que ce monument est aussi pour nous un signe. C'est parce qu'il est une preuve dans la pierre de ce qu'on appelle le syncrétisme, qui est cette manière d'absorption par une culture d'une autre culture. C'est là aussi le talent de la culture romaine que d'avoir su adopter et accepter les cultures préexistantes pour faire accepter sa propre culture. C'est tout Lutèce qui est résumé ici. La Lutèce des premiers siècles de notre ère est une ville prospère, où les nouvelles traditions se mélangent aux usages gaulois. Le territoire des Parisis est un carrefour commercial incontournable. La population vit grâce au fleuve et à ses richesses. Les marchands de l'eau, qui contrôlent les activités fluviales, forment l'une des premières élites municipales. Le rôle des Nautes est déterminant. C'est une des confréries les plus puissantes à l'époque. Et cette activité leur procure donc de la richesse, mais aussi un pouvoir politique. On pense aujourd'hui qu'il s'agit d'une élite locale qui va profiter de cette romanisation pour accroître encore son pouvoir. La civilisation gallo-romaine voit le jour, et la ville en est l'élément fondateur. La romanisation passe par l'urbanisation, et c'est par la ville que les Romains vont contrôler l'Empire, vont contrôler les provinces. Et donc le pouvoir impérial fournit aux villes, aux habitants, aux élites locales les agréments de la vie à la romaine, c'est-à-dire les spectacles, le décor des maisons, le confort d'une vie bien organisée. Et c'est aussi un moyen pour le pouvoir de s'assurer que ces élites sont désormais pacifiées et adhèrent aux valeurs de l'Empire.
Les Romains proposent un mode de vie que les habitants de Lutèce adoptent volontiers. La coutume des bains est l'une de ces activités. Plusieurs établissements sont à leur disposition, dont les Thermes du Nord. L'activité thermale dans la vie quotidienne romaine est quelque chose de très important, qui prend du temps, qui occupe vraiment une case qui est plus qu'hygiéniste, bien évidemment, qui est une case de soins du corps, de rencontres, de loisirs, mais aussi de rendez-vous professionnels, probablement. C'est un moment, une séquence normale dans la vie quotidienne. Et c'est pourquoi les monuments sont à la fois majestueux, importants. On y consacre beaucoup d'argent, qui est un mélange d'argent privé et public, pour donner à voir aussi la majesté de Rome et la majesté du modèle, et pour aussi permettre au plus de monde possible d'être au même moment dans ces grandes salles. Les Thermes du nord de la ville, dits de Cluny, ont été bâtis à la fin du 1er ou au début du 2e siècle. Situés à l'angle des boulevards Saint-Germain et Saint-Michel, ces thermes constituent l'un des plus importants ensembles balnéaires de Gaule. Cet établissement mêle espace couvert et en plein air. Les clients effectuent leur parcours du nord au sud. Par une galerie à colonnades, ils accèdent à la palestre, lieu extérieur où ils pratiquent leurs activités physiques. Ils se rendent ensuite dans les salles froides, tièdes et chaudes. Le frigidarium, la salle froide, est l'un des derniers vestiges monumentaux des thermes gallo-romains. Dès qu'on rentre dans cette pièce du frigidarium des thermes du nord de Lutèce, on lève la tête spontanément. Parce que la première chose qui nous saisit, c'est cette hauteur magnifique, majestueuse, 15 mètres à la clé de voûte. Puis ensuite, il y a cette impression à la fois de salle grandiose, mais aussi intime. Une intimité qui est peut-être aussi liée à cette couleur doucement rosée qui nimbe la salle. Rosée de l'enduit, rosée aussi de la brique qui compose cet appareillage, qui est l'opus mixtum, très caractéristique de la construction romaine, qui alterne les effets de lit, de briques en terre cuite et de lit de moellons de calcaire, donc qui est mixte dans sa fabrication, d'où le nom. Dans la salle du frigidarium, des traces de pigments viennent rappeler les heures glorieuses de l'époque antique. Une période où l'intérieur du monument était peint et orné. La représentation de ces proues de navires chargés d'armes incarne la puissance des bateliers de Lutèce. Certains historiens y voient surtout le symbole de l'Empire de Rome sur l'océan. Ce bateau voguant sur les flots est toujours l'emblème de Paris. Sa devise, fluctuat nec mergitur, il flotte mais ne sombre pas, rappelle que ce sont les eaux qui font la ville, selon Pline, un auteur romain. Il n'est pas question de thermes sans un réseau hydraulique, puisque l'eau est un des systèmes les plus importants du fonctionnement des thermes, avec le chauffage, d'où ils tirent leur nom. Alors ces systèmes de réseau hydraulique sont bien repérables, ça fait partie des choses qui sont les plus repérables, notamment dans les sous-sols du therme des Nords du Cluny. Et nous avons 2 réseaux d'égouts vraiment bien repérables. Ce système d'égouts antique correspond à une ville qui avait un réseau hydraulique abondant. Il ne s'agissait pas uniquement d'amener l'eau dans les thermes, il y avait les fontaines publiques et puis les réseaux d'eau nécessaires. Donc tout ce système hydraulique, nous le connaissons. Dans la salle du frigidarium, on devine encore des rigoles, et surtout en sous-sol, nous avons un système d'égout qui est encore très spectaculaire. Depuis le Val de Rungis jusqu'au sud de la ville, un aqueduc s'étend sur plus de 20 km. Grâce à cet ouvrage monumental, Lutèce est alimentée en eau. Cette ressource naturelle s'impose comme le moteur de la vie quotidienne, commerciale et politique de la cité. Dans les réserves archéologiques de Paris, des vestiges de cet aqueduc attestent de l'empreinte
l'empreinte des ingénieurs romains. Avec les thermes, les fontaines publiques et de nombreux puits, l'eau jaillit dorénavant de partout dans la ville, exactement comme dans les cités latines. Finalement, c'est ce qu'on appelle aussi le Roman way of life, souvent, parce que ça fait mieux que de dire la vie à la romaine, mais c'est comme cela qu'il faut bien dire. On le voit aussi dans les gestes qui sont sauvegardés, par exemple, par les images. On se coiffe à la romaine. Et cette manière de se faire beau ou belle comme la romaine est vraiment l'une des expressions qui est tout à fait en écho avec ce que nous évoquons sur la question de l'architecture, sur cette manière de marquer un ensemble territorial du modèle. Et au IIe siècle de notre ère, les populations gauloises qui vivaient à Lutèce n'avaient plus de Gaulois que le nom. Ce sont des citoyens de l'Empire. Durant la Pax Romana, la paix romaine, Lutèce est rapidement métamorphosée. En 2 siècles, la ville se transforme en une cité majestueuse digne de l'Empire. Mais le statut de capitale de la Gaule se refuse toujours à elle. Aujourd'hui, les rares monuments antiques sont absorbés par l'urbanisme de Paris. Grâce aux fouilles archéologiques, des vestiges majeurs ressurgissent. Les arènes sont redécouvertes par Théodore Vaquet en 1869 à la faveur du percement de la rue Monge. Les grands monuments publics sont construits en pierre. Pour ce qui est des habitations privées, plus modestes, on utilise encore largement la terre et le bois. Mais les monuments publics sont construits en pierre. Cette pierre, c'est un marqueur de romanisation très important parce qu'on ne la trouve pas à l'époque gauloise, à l'époque antérieure à la conquête romaine. Cette pierre, elle a différentes provenances. Alors, ce qu'on utilise beaucoup, ce sont des pierres calcaires, des moellons, d'origine locale, mais au sens large, qu'on peut aller chercher à plusieurs dizaines de kilomètres de distance, pour la construction elle-même. Dès les premiers temps de la Lutèce gallo-romaine, le calcaire a été extrait de carrières à ciel ouvert en bordure de la Seine, de la Marne ou de la Bièvre. En 2011, dans le quartier Saint-Marcel, des fouilles ont révélé un site d'exploitation de pierre de Paris. Alors ici, on est dans le 13e arrondissement, plus précisément derrière la manufacture des Gobelins. Et c'est un emplacement qui, autrefois, correspondait à un ancien méandre concave de la Bièvre. La Bièvre, c'est une petite rivière qui aboutissait dans la Seine du côté de la gare d'Austerlitz et qui a eu un rôle important dans l'histoire de Paris. Il y avait là une berge abrupte qui permettait une exploitation à ciel ouvert du calcaire qui a permis de construire en partie Lutèce, puis par la suite la ville médiévale. Les pierres qui ont été taillées dans cette carrière, du fait de la faible épaisseur des bancs, ne permettaient que de faire que du petit moellon, c'est-à-dire des petits blocs qui permettaient de construire soit des maisons individuelles, entre guillemets, soit les façades de certains monuments comme le Forum, mais pas les grosses fondations. Pour la parure monumentale qui recouvre souvent le noyau de maçonnerie, on fait appel à des pierres beaucoup plus exotiques, beaucoup plus lointaines, du marbre exotique qui peut provenir de toutes les provinces de l'Empire romain, des calcaires du sud, du Midi par exemple, de la province de l'Arbonnaise. On utilise toute une palette de matériaux, les matériaux locaux d'une part et des matériaux importés exotiques d'autre part pour la parure monumentale. Aujourd'hui, il ne reste rien ou presque de cette parure monumentale de la rive gauche. À partir du milieu du IIIe siècle, le modèle de la ville romaine décline. Les ornements architecturaux de Lutèce sont détournés de leur fonction. Dès la fin de l'Antiquité, les principaux monuments de Lutèce ont dû subir, comme ça a été le cas dans toutes les villes romaines, l'outrage d'un vandalisme d'opportunité. Finalement, on prend ce qui est à prendre dans ces belles architectures de pierre pour les remployer en d'autres endroits. Et c'est ainsi que des monuments qui avaient perdu leur vocation dans la vie de la société sont peu à peu partis vers d'autres ensembles monumentaux et de manière dispersée.
Les pierres qui m'entourent sont un des témoignages précisément de cette parure monumentale qui existait à Lutèce et dont on n'a plus pratiquement aujourd'hui aucune trace dans le périmètre de la ville parisienne. Ces blocs, par exemple, qui sont juste à côté de moi, ont été découverts en remploi. C'est la grosse difficulté lorsque l'on aborde la parure monumentale de Lutèce au Haut-Empire, c'est qu'elle a complètement disparu dans des remplois qui sont tardifs. Ces blocs d'architecture sculptés sont attribués au Forum de Lutèce. Ils proviennent de l'un des portiques de l'édifice. Ce sont les rares vestiges de ce monument emblématique de la vie parisienne antique dont nous disposons. Pour mieux comprendre le quotidien de Lutèce, les archéologues ont recours aux fouilles des îlots d'habitation, les insulae. En 2006, perpendiculaire à la rue Saint-Jacques, les chercheurs ont découvert les vestiges d'une rue et d'une maison gallo-romaine. Cette habitation a entre autres révélé des objets usuels. Ces poteries et ces verreries sont issues de différentes fouilles parisiennes. Et c'est toute une époque qui ressurgit. Certains de ces ustensiles sont de fabrication courante, d'autres sont plus raffinés. Ils parviennent à Lutèce des quatre coins de l'Empire ou proviennent des ateliers de la ville. C'est un ensemble de céramique qui a été fabriqué à Lutèce au IIe ou IIIe siècle. Ces pièces peuvent nous apprendre comment se nourrissaient, comment s'alimentaient les habitants de Lutèce au IIe et IIIe siècle, mais ceux d'une partie un peu modeste de la population, puisqu'on est là face à une panoplie de vaisselle de cuisine et de familles normales, entre guillemets. Par contre, on a des textes notamment un certain Apicius, qui était un cuisinier renommé à l'époque d'Auguste, qui nous raconte aussi des recettes de luxe avec des produits coûteux. Alors il y a un exemple de mets raffiné dont on peut parler. Il s'agit de l'huître, puisqu'on en trouve sur beaucoup de sites de la Lutèce romaine. Et ces huîtres qui étaient importées de Normandie ou de Bretagne étaient forcément un produit coûteux. Les bateliers de la Seine se chargent d'affréter le nécessaire comme le superflu jusqu'aux rives de Lutèce. Le commerce fluvial est la principale source de la richesse économique de la ville. Lutèce bénéficie aussi d'un réseau extrêmement dense de voies romaines qui desservent tout l'Empire. Ces routes antiques étaient balisées de bornes milliaires, nos panneaux d'indication. Celle-ci a été retrouvée dans une fouille de l'avenue des Gobelins. On voit dans la partie supérieure de cet élément, dont on voit qu'il est légèrement cylindrique, une inscription. L'inscription en tant que telle nous renseigne sur plusieurs éléments. Les deux premières lignes nous indiquent la présence d'un empereur, l'empereur sous lequel l'inscription a été gravée. Et troisième chose, pas des moindres, la dernière ligne conservée de l'inscription indique Qui par, Civitas Parisiorum, la cité des Parisiens. Donc on a ici affaire à la première fois que l'appellation de Lutèce se transforme pour être récupérée en cité des Parisiens, en Paris, vers 309-310 de notre ère. Il n'y a pas forcément décision politique, en fait c'est l'usage qui explique cela, puisque les titulatures romaines, qui sont souvent compliquées, disparaissent petit à petit, et on préfère nommer la ville comme la capitale du peuple, donc la capitale des Sénons, qui devient Sens, la capitale des Santons, qui devient Sainte, la capitale des Parisis, plutôt
dire oppidum Parisiorum, on finit par dire Parisie, donc Paris. Voilà, c'est le plus simple. Et c'est sans doute un glissement progressif dans l'usage linguistique qui explique ce changement de nom. Dès le milieu du IIIe siècle, une nouvelle ère s'annonce pour l'antique Lutèce. Comme tout le nord de la Gaule, la ville connaît un profond remaniement urbain en raison du contexte politique et économique. La rive gauche est partiellement abandonnée. Les pierres du forum et des arènes sont utilisées pour fortifier l'île de la Cité. La vie parisienne s'organise désormais autour d'une basilique civile. À cette époque, la basilique est un édifice rectangulaire utilisé pour les activités judiciaires, l'ancêtre du palais de justice, toujours situé sur l'île de la Cité. Sous le parvis de Notre-Dame, des fouilles archéologiques ont révélé des vestiges de la période du Bas-Empire. Ces travaux, entrepris à partir de 1965 par l'archéologue Michel Fleury, sont aujourd'hui poursuivis par Sylvie Robin et Rosemarie Mousseau. La crypte archéologique conserve le rempart tardif de la ville de Lutèce. Alors quand on dit tardif, c'est le rempart du IVe siècle qui encerclait Lutèce, plutôt toute l'île de Lutèce à l'époque. On a une petite citation de l'empereur Julien qui nous pose tout de suite le cadre qu'il faut imaginer derrière cette Lutèce. En 357, lorsqu'il arrive d'une de ses campagnes militaires, il pénètre dans sa charmante Lutèce, c'est lui qui le dit ainsi, il pénètre donc dans sa charmante Lutèce, toute encerclée d'un rempart. Ça signifie qu'à l'époque, dès 357-358, on a une ville qui est complètement fermée par un rempart. À l'intérieur de cette muraille, on assiste à la réfection des rues, à la construction de plusieurs établissements thermaux et à la construction sans doute d'un palais et d'une basilique. À l'Antiquité tardive, ces petits thermes sont situés à proximité du mur d'enceinte de l'île de la Cité. La capacité d'accueil de ces bains est de 7 personnes. Mais leur fonctionnement s'inscrit dans le schéma traditionnel de thermes plus importants, avec des salles chaudes, tièdes et froides. Le mode d'alimentation en eau reste méconnu, mais provient sans doute d'un puits ou de la Seine toute proche. Face à la rive droite, se dresse un ensemble architectural comportant un palais à caractère militaire et la basilique. Cet édifice a pu être utilisé par l'empereur Julien et son état-major. Lorsque Julien vient passer plusieurs hivers consécutifs à Lutèce, il n'a pas dans l'idée d'en faire un lieu particulier. Il s'agit juste d'héberger ses troupes pendant l'hiver, parce que l'armée romaine guerroie pendant la belle saison, et en hiver, les troupes se retirent, se reposent et se sédentarisent quelque peu. Attiré par Lutèce, autant par les richesses de son fleuve que par ses vignes des hauteurs de Montmartre, Julien séjourne plusieurs fois au palais, au gré de ses campagnes militaires contre les Francs. En mars 360, c'est à Lutèce que Julien est proclamé empereur par ses propres soldats. Lutèce, à ce moment-là, recouvre une importance stratégique qu'elle avait perdue, et c'est sans doute pour ça que les rois francs la désigneront comme capitale, désigneront Paris comme capitale au 5e siècle. Près du Rhin, de violentes incursions barbares menacent l'Empire romain. À quelques jours de marche des contrées germaniques, Paris se situe à la frontière entre les deux civilisations. Et Attila et les Huns pourraient bientôt attaquer la ville. Quand Attila arrive en Occident, en 1551, il pille par exemple Metz, et la rumeur parvient jusqu'à Paris, Orléans et ailleurs, donc des sévices que vont commettre les Huns. La tentation des Parisiens, des hommes en tout cas, est de fuir la ville, de partir dans les forêts ou à la campagne. Et Geneviève, elle a l'idée d'organiser une résistance en pensant qu'Attila ne pourra pas s'emparer de la ville. Geneviève est une jeune femme frêle,
drapée du voile mystique de la Sainte et dotée d'un sens habile de la diplomatie. Elle était une sorte de religieuse dans le siècle à Paris. Sa famille était très riche et il est probable qu'elle était patronne de la curie de Paris, c'est-à-dire de la mairie de Paris. C'est presque un maire de Paris avant la lettre. Et donc Geneviève, dans des conditions qu'on ne connaît pas, organise préventivement la défense. Les Huns sont en région parisienne, prêts à déferler sur la ville. Les hommes sont résolus à l'abandonner. Seule Geneviève leur oppose une farouche résistance. La seule solution, c'est la fuite. Mais pourquoi parlez-vous de fuir? De vous réfugier dans votre cité? Lutèce, grâce à la protection du Christ, échappera au carnage. Mais qu'est-ce que tu cherches? À nous jeter dans la mort? Va au diable avec ton Dieu! Il n'y a pas de vérité en toi. Tu n'es pas son élu. Dieu m'a parlé avec amour. Si vous fuyez Lutèce, vous serez à la merci des barbares. Ensemble, avec la miséricorde des cieux, nous pourrons lutter. Prophétesse de malheur! Ces hommes sont des lâches. Vous, les femmes de Lutèce, avez bien plus de courage. N'abandonnez pas Lutèce, où vous avez été conçus, où vos ancêtres sont morts, où vos enfants sont nés. Que les hommes fuient s'ils le veulent, s'ils n'ont pas la force de se battre. Nous, les femmes, nous prierons Dieu tant et tant qu'il entendra nos supplications. Attila contourne la ville pour se diriger vers Orléans. Les Parisiens sont persuadés d'avoir été épargnés grâce aux prières de Geneviève. Ils la couvrent de louanges. Geneviève a un rôle exceptionnel, très important. Elle a une dévotion toute particulière pour Denis. Dans les textes, elle raconte dans la vie de Sainte Geneviève, donc, qui paraît très peu de temps après sa mort, raconte qu'elle vient à pied de Paris jusqu'à Saint-Denis par le col de la Chapelle, l'actuelle porte de la Chapelle, et donc elle a une dévotion toute particulière. Et si de très nombreux aristocrates francs, essentiellement des femmes, ont été inhumés à Saint-Denis, c'est sans doute en lien avec cette dévotion particulière de Sainte Geneviève. Devenue sainte patronne de la ville, Geneviève incarne à elle seule la destinée de Paris. Ville miraculée, épargnée par les malheurs du temps et des hommes, au nom de Dieu. Elle s'inscrit ainsi dans les pas de Denis, cet évêque missionnaire qui, le premier, a tenté de convertir les Parisiens au christianisme. La tradition veut que Saint-Denis était le premier évêque de Paris et qu'il était martyrisé à Montmartre au milieu du IIIe siècle. En fait, on pense aujourd'hui que c'était un évêque missionnaire, donc itinérant, qui a subi le martyre en voulant évangéliser les Parisiens. Il est martyrisé sur la butte Montmartre, on lui coupe la tête, et la légende raconte, mais très longtemps après, au 8e siècle, au 9e siècle, qu'il porte sa tête dans ses mains de Paris jusqu'à Saint-Denis, 6 km. Et donc il est enterré quelque part à l'endroit où nous sommes aujourd'hui, à l'endroit où a été construite la basilique. L'évêque est inhumé dans un petit cimetière gallo-romain, rapidement transformé en mausolée. Au 5e siècle, Geneviève fait entreprendre la construction d'une église. Dédiée à sa mémoire, le lieu de culte prend le nom de Saint-Denis. L'église abbatiale, devenue basilique dès l'époque mérovingienne, illuminera l'histoire politique et spirituelle des dynasties royales qui se succéderont à Paris. La crypte de la basilique Saint-Denis abrite les vestiges de l'église originelle. Nous sommes ici à l'emplacement de ce lieu de mémoire de grande taille, exceptionnel, puisque la nef faisait 9 mètres de large, et on voit ici, des deux côtés, des gros blocs de pierre provenant d'un monument antique, sans doute détruit, qui ont servi d'assise pour cette première mémoria. Ce sarcophage est identifié comme étant celui de Saint-Denis. À compter de la seconde moitié du 5e siècle, des notables et 2 rois mérovingiens seront inhumés au plus près des restes de l'évêque sanctifié. De tous côtés, l'Empire romain se fissure sous les assauts des invasions barbares. Venus du nord,
les armées franques du roi Childéric assiègent Paris pendant près de 10 ans. Geneviève organise la résistance des Parisiens. Au péril de sa vie, elle entreprend un voyage à la recherche de grains pour ravitailler la ville. Lorsque ces grandes barques accostent sur les rives de Paris, la foule affamée l'accueille en liesse et s'empresse de faire du pain. Geneviève bouleverse une nouvelle fois le destin des Parisiens et sauve la ville. Childéric admire le courage de cette femme. Elle fera même sauter sur ses genoux le petit Clovis, le futur roi. Après la prise finale de Paris par les Francs, Geneviève deviendra même la protectrice des rois mérovingiens. Sous l'Ancien Régime, on considérait les Mérovingiens comme les rois de la première race. Donc les Mérovingiens, c'est la première dynastie française, enfin française avant l'être, puisque la France n'existe pas encore. Et son fondateur est véritablement Clovis, fils de Childéric. Clovis en francique, c'était Hovix, difficile à prononcer, c'est Lodovicus, que Louis, donc c'est vraiment, on pourrait presque dire que Louis c'est Louis Ier. Clovis monte sur le trône du royaume des Francs à l'âge de 15 ans. C'est avant tout un féroce guerrier qui entreprend sans répit la conquête des territoires de la Somme jusqu'à la Loire. Auréolé du succès de ses campagnes, Clovis a besoin d'une capitale pour fixer le siège incontesté de son royaume. Après sa victoire de 507 sur les Visigoths à Vouillé, après son triomphe à Tours en 508, à la manière d'un empereur antique, Clovis décide de se doter d'une capitale et il choisit Paris. Le choix de Paris pour capitale par Clovis est un choix qui n'est pas militaire, stratégique, comme on l'a dit parfois, même pas politique, c'est un choix religieux. En fait, Clovis et Clotilde avaient de très bonnes relations avec Geneviève, qui était devenue en quelque sorte la protectrice de la jeune dynastie mérovingienne. Et en prenant Paris pour capitale, eh bien, ils ont créé la dynastie auprès de la tombe de Sainte-Geneviève, d'où la construction aussi de cette basilique des Saints-Apôtres sur sa tombe. Vers l'an 500, Clovis décide d'édifier son mausolée aux côtés du tombeau de Geneviève. Au sommet de la montagne qui porte toujours le nom de la sainte patronne de Paris, le roi érige la basilique des Saints-Apôtres, devenue l'église Sainte-Geneviève, aujourd'hui disparue. La tour Clovis constitue l'unique vestige de cette abbatiale. Construite plus tardivement, l'église Saint-Étienne-du-Mont était accolée à la basilique Sainte-Geneviève. Le roi Clovis meurt en 511. Il est enseveli aux côtés des sépultures de son épouse Clotilde et de Geneviève. Mais sa tombe n'a jamais été découverte. Le choix de Clovis sera décisif pour l'avenir et quand à sa mort, son royaume sera partagé entre ses fils, Paris deviendra une ville indivise, c'est-à-dire aucun des fils ne pouvait s'y rendre sans être à côté de l'un ou l'autre de ses frères. Et durant toute l'époque mérovingienne, c'est une ville sacrée. Donc chaque royaume ou sous-royaume a des capitales, mais Paris reste la capitale collective des rois mérovingiens. Alors que les rois francs occupent l'île de la Cité, la capitale se couvre d'églises sur les deux rives de la Seine. Mais ces lieux de culte ne résistent pas aux assauts féroces des Normands dès le milieu du IXe siècle. Tous les 10 ans, la ville subit des vagues d'envahisseurs qui remontent le cours du fleuve. En 885, le lit de la Seine se couvre d'une multitude de dracars chargés d'hommes armés jusqu'aux dents. Les Normands pillent les faubourgs des deux rives et s'approchent dangereusement de l'île de la Cité. La bataille fait rage. L'évêque et le comte de Paris organisent la défense de la ville. Les Parisiens résistent farouchement aux alentours du Grand Pont, en face du Châtelet qui garde le fleuve. Tous espèrent le soutien des armées royales. Mais le roi Charles le Gros refuse de combattre et monnaie par une rançon exceptionnelle la fin du siège de la ville. Menacé de disparaître,
Vacillante et fragile, Paris survit et poursuit sa destinée. En 987, une nouvelle dynastie, les Capétiens, s'empare du pouvoir. Paris-Capitale attend son visionnaire qui saura la relever et la protéger face aux défis d'un nouvel âge qui s'annonce.